le monde. Et je suis heureux qu'il y ait eu déjà une préparation à cette activité avec l'atelier que Céline a donné pour une bonne partie de vous qui assistiez à la poésie de la Terre. Eh bien, ce que j'aimerais vous amener à découvrir, c'est qu'on peut, grâce à la poésie justement de la Terre, arriver à la courtoisie qui nous permettrait de vivre une véritable écologie en relation avec ce monde vivant qui est notre planète Terre, Terre-Mère. Alors, j'ai préparé quelque chose qui est ambitieux pour 1 heure. À mesure, je m'ajusterai mais je voulais couvrir large dans le sens philosophique, éclectique. Donc, pour certains points sont déjà connus, pour d'autres, ça va faire des nouvelles relations, et c'est ça le but. C'est interconnecter nos connaissances et puis se rendre compte qu'on a plusieurs voies de connaissances au-delà du rationnel et au-delà du discours dans lequel je me prête en ce moment. Donc, mais c'est bon, par exemple, si on se pose la question de l'écologie, parce que c'est un peu le terme aujourd'hui qui, au niveau social, scientifique, économique, nous relie aux questions et aux préoccupations qu'on a, pas seulement pour la Terre, comme des fois on dit sauver la Terre, sauver la planète, mais pour nous, en tant qu'humanité, est-ce qu'on a un avenir durable sur la planète avec nos comportements? Et qui dit comportement qui peut être mis en question, bien, implique aussi quelle idée on se fait qui nous mène à ces comportements. Mais même ces idées qu'on entretient dépendent de la vision qu'on a de qui on est et qu'est-ce qu'on est comme être humain. Et aussi de qu'est-ce que la planète sur laquelle on est, parce que si on y pense, c'est la Terre-Mère, dans le sens, si on pense au sens traditionnel, c'est quand même assez évident qu'elle nous fournit la possibilité d'incarner, de vivre ici, de naître, et que c'est aucun de nous qui avons fabriqué ces corps. Donc il y a un mystère. Hein? Puis c'est pas non plus nos parents, ils ont juste fait ce qu'il fallait pour générer la possibilité, nous, d'incarner et d'être des individus. Donc il y a quand même tout un mystère. La science ne l'a pas résolu en passant. Hein? C'est très loin. Hein? La science matérialiste, la science qui se concentre sur les phénomènes chimiques, génétiques, est incapable d'expliquer comment ce processus de génération d'un corps se fait au sein d'une femme enceinte. On peut le filmer, on peut le décrire, des étapes, mais on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça. C'est quand même incroyable. Alors, se dire que c'est vrai pour tout le reste dans la nature, les graines qui deviennent des grands arbres, des plantes, là, et puis les œufs qui deviennent des animaux, et puis nous-mêmes, en tant qu'humains, qui évoluons, même dans une vie, on peut prendre conscience qu'on passe par des étapes. Hein, des étapes de prise de conscience, des étapes de maturité. Et que même cette maturité-là, elle ne se fait pas toute seule. L'éducation va être importante, ou le cadre, la culture dans laquelle on grandit. Qu'est-ce qui nourrit aussi ce processus? Alors, bon, ça c'est tout ça, c'est en guise d'introduction, mais je vais quand même suivre un plan pour qu'on ait des ancrages dans cette découverte, qui va nous amener à parler du langage de la nature. Mais parlons déjà au niveau des découvertes scientifiques, mais quand même intéressantes, parce que les biologistes, il y en a quand même qui ont de l'intuition et qui se disent, il faudrait peut-être vraiment observer ce qui se passe plutôt que faire des théories en laboratoire. Et puis, c'est intéressant comment on a découvert, par exemple, que les arbres se parlent les uns les autres. Alors, vous avez sûrement lu des articles là-dessus, il y a quelques bonnes vidéos qui sont sorties, mais
à chaque fois, d'année en année, on pousse et puis on est encore de plus en plus émerveillé. Euh, il y avait David Suzuki qui avait, avec d'autres collaborateurs, écrit un livre sur le sapin Douglas en Colombie-Britannique et comment un sapin de 500 ans, qui va vivre 500 ans, puis va finir par tomber dans la forêt et nourrir tous les futurs petits arbres aussi, mais comment cet arbre devenu mature, on pourrait l'appeler l'arbre mère, s'occupait de tous les petits arbres qui poussaient un peu partout, puis même jusqu'à des kilomètres à distance, l'arbre mature, l'arbre mère, reste en contact jusqu'à 10 kilomètres à distance avec d'autres petits sapins Douglas. N'est-ce pas incroyable? Ces mêmes recherches ont constaté que il y a tout un réseau de racines dans la terre, mais qui aussi est combiné avec un réseau de champignons. Il y a des mots scientifiques pour ça, mais on va rester avec champignons. En filament, comme en filament, qui est un réseau de communication. Nous, on est familier avec l'Internet, on voit qu'est-ce que ça fait. Alors imaginez la même chose pour les arbres. Et ce qui est aussi étonnant, qui est plus récent comme constat, c'est que c'est pas que la même espèce qui s'entraide, comme les parents, mettons, sapins qui vont aider les petits sapins, ou les grands-mères sapins, les petits sapins. C'est aussi, ils ont trouvé par exemple, ils ont pris plusieurs espèces, et puis qu'il y avait une très grande collaboration entre les bouleaux et les sapins. Mais pas les épinettes. Les épinettes, c'était avec d'autres. Bon, mais les bouleaux et les sapins, c'est quand même pas la même chose. Et pourquoi ils collaborent tant? Ils s'échangent le carbone, ils s'échangent les nutriments, ils s'aident. Comme si... Alors, c'est au-delà même des espèces. C'est ça qui est intéressant. Enfin, oui, ça c'est un exemple. Prendre un autre domaine, chez les abeilles. Par exemple, alors, c'est pas nouveau, depuis les années 70, on fait des recherches. Il y a un docteur qui était prix Nobel de médecine qui a découvert que les abeilles elles communiquaient où elles avaient trouvé du pollen. Et puis, encore là, vous avez dû voir des documentaires sur le sujet. Mais pour le faire, c'est que quand elles arrivent à la ruche, elles font une danse, et puis qui est géométrique, mathématique, et qui compte le nombre de fois, certains pas dans différentes directions, et puis c'est aligné par rapport au soleil, c'est aligné à plein de tout un système de coordonnées qui devient donc un langage, cette danse, et toutes les autres petites abeilles autour qui observent, qui regardent, qui mémorisent la danse, et vont voler dans la bonne direction et trouver les couverts de fleurs qui correspondent. Eh bien, bon, au début, c'était comme assez incroyable. Alors, beaucoup ont répété cette expérience. C'est là que ça vient. Bon, on dit scientifique parce qu'on peut le répéter puis on constate la même chose. Mais c'est la vie là qui fait ça. C'est les abeilles. Mais déjà, quand on regarde les abeilles comme ça, on se dit, c'est plus juste génétique. C'est plus juste des réflexes instinctifs, innés. Il y a quelque chose. Alors, ils s'attendaient à trouver à peu près toujours les mêmes patterns. Les mêmes danses, et puis que, bon, ok, c'est programmé. On peut s'imaginer qu'une araignée qui fait sa toile, ce qui est déjà fantastique au niveau ingénierie, fait à peu près toujours la même chose, parce que c'est codé génétiquement, on va dire. Mais là, donc, avec les abeilles, il y a surprise après surprise. C'est que ils ont pris, par exemple, des jeunes abeilles, ils les ont retirées de la ruche au moment où arrivaient des abeilles matures, seniors, et qui faisaient leur danse. Ils ont enlevé ces jeunes abeilles, ils ont mis dans une autre ruche. Et puis, donc, ces jeunes abeilles ont dû apprendre pendant quelques semaines une autre danse, et qui en fait est différente dans l'autre ruche. Ah, ok. Mais évidemment, pour chaque endroit, par terre de fleurs, c'est pas la même danse. Mais peut-être on dirait c'est le même système, c'est le même langage. Bon. Elles reviennent, après on les ramène, parce que j'ai réussi à les reconnaître, là, parce que les abeilles ont quand même des typologies là, de couleurs et tout. Donc ils les ramènent dans la ruche d'où elles venaient, où elles ont vraiment leur famille.
Et jamais, donc elles sont déjà, on va dire, adolescentes, adultes, jamais vont être capables d'être aussi efficacement capables de reproduire ce que leurs parents faisaient. Et puis, elles vont toujours avoir de la difficulté avec l'apprentissage du langage, que les autres qui n'ont pas été jeunes, qui n'ont pas été retirés de la ruche, eux, ont bien appris jeunes. Ils l'ont intégré. C'est comme la langue seconde. Si tu l'apprends avant 3 ans, tant mieux. Ou la langue, la troisième, la quatrième. Si tu apprends 4 langues avant 3 ans, il n'y a pas de problème. C'est bon. Mais c'est la même chose qui se passe chez les abeilles. Donc, on parle d'apprentissage avec une pensée. Tu sais, où il y a un cerveau, mais là, oui, oui, le cerveau, il est tout petit. On pense que c'est la grosseur qui compte. Hein. Donc, ça remet en question beaucoup, beaucoup d'idées reçues. Et tant mieux. Tant mieux. Ça, c'est que le début. Puis là, je ne raconte pas toute l'histoire, parce que je regarde le temps. Un autre exemple, c'est les baleines. Euh, ben, c'est ça, les baleines qui, depuis bien des années, on enregistre leur chant. Et puis, elles ont donc, on s'est rendu compte qu'elles avaient, à travers toute une même espèce, par exemple, à travers des centaines, des milliers de kilomètres sur la Terre, parce qu'elles naviguent souvent du nord au sud, en tout cas, ils ont des chemins un peu de migration. Eh bien, elles vont avoir toute la même chanson. Puis c'est les mâles qui gouvernent cet aspect-là. Mais les femelles chantent aussi, mais parce que tout d'un coup, pour des raisons quelconques, qu'on n'a pas encore trop compris, les mâles vont changer la chanson, quelques-uns. Et en dedans de quelques semaines, la population de milliers de baleines vont adopter la nouvelle chanson. C'est comme un peu la mélodie, le style, parce qu'ils ne disent pas toujours la même chose. C'est pas toujours exactement les mêmes notes, dans le même ordre. Il y a finalement un vocabulaire, il y a un langage, mais il y a, mettons, un sentiment qui va avec, qui change. C'est quelque chose. Et puis, ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait des mélodies qui étaient plutôt, si pour même l'humain qui les entend, c'était plutôt triste. C'était, euh, voilà, laconique. Eh bien, et en effet, c'était une période où les baleines étaient en voie d'extinction, là, dans les années 70-80. Il y a eu des règlements internationaux qui ont interdit la surpêche, et puis qui font que bon, les populations ont regrandi, et maintenant les chants sont beaucoup plus dynamiques, plus joyeux. Pour dire qu'en effet, c'est des sentiments, il y a une évolution dans le chant, que tout n'est pas instinctif, programmé à l'avance. Donc on voit que le langage, dans la nature, c'est une force de transmission mentale, émotionnelle, qui est partagée par les êtres vivants. Alors ça peut faire drôle de dire que les abeilles ont un mental, des émotions, et encore moins les arbres, parce que les arbres ont un mental, des émotions. Mais il y a des biologistes qui disent, ben, faire attention, parce que un arbre, finalement, quand tu le regardes, c'est comme s'il avait la tête dans le sol et le corps en dehors, les pattes en l'air. Leur cerveau est dans la terre. Ce sont des êtres assez complets, mais c'est juste qu'ils n'ont pas la mobilité des animaux. Ils ont un système nerveux, mais qui est le fait de racines et de mycoses de champignons. C'est quand même incroyable. Hein? Alors, déjà de prêter ça, bien, ça va un peu avec les philosophies traditionnelles, les cultures de toutes les anciennes civilisations qui n'avaient pas trop de difficulté à se relier à la nature, comme quoi tout ce qui est dans le monde vivant a une âme, est le résultat d'un esprit universel. Et puis les Amérindiens, on le sait bien, parlent des esprits de la nature, au point même où on va voir son esprit totem qui t'inspire. Donc on peut faire des relations particulières. Et puis, si vous avez vous-même déjà fait ces recherches et tout, sur les visions du monde de différentes cultures, ben, là on comprend que ce que découvre la science aujourd'hui, ben, finalement, on arrive enfin à redécouvrir que oui, le monde vivant est fait d'esprit, d'âme et de corps. Et puis, nous aussi en passant.
Parce que même dans le dialogue quotidien, ou quand on est à l'école, ben, on ne parle jamais d'esprit et d'âme. De toute façon, hein, ça c'est pour la maison, c'est religieux ou spirituel, mais bon, c'est intime. Hein. Soyons, comment on dit, laïques. Laïque et c'est ça, et profane en même temps. Bon, mais vraiment dans le discours philosophique à la manière classique qu'on enseigne ici à la Nouvelle Acropole, non, l'humain est global, mais en plus, il est comme un microcosme, esprit, âme et corps. Et le monde vivant l'est aussi, tous ces êtres, ces entités vivantes, et la planète est considérée aussi comme vivante, avec esprit, âme et corps. Donc avec une évolution, parce que quand on parle d'âme, on parle d'une évolution. Et puis on le sait, hein, si on regarde géologiquement, la Terre a évolué, et a évolué avec toutes sortes de critères qu'on pourrait dire, ben oui, la vie se complexifie, il y a de la biodiversité, cette biodiversité, ça rend toute la nature beaucoup plus résiliente, résistante à des épreuves, des changements. Et puis le processus de transformation, de mutation, c'est un peu un mystère encore. C'est pas que essai-erreur d'après ce qu'on a découvert, parce que même ceux qui sont avec la théorie du darwinisme, la théorie d'adaptation, eh bien, ils ont constaté qu'il y a quand même des moments dans l'histoire où tout d'un coup apparaît plein d'espèces sans, sans fossiles avant. D'où viennent ces mutations super rapides? C'est comme si les formes étaient déjà là dans l'invisible, prêtes à incarner. Il fallait que les conditions de salinité, d'eau, de température de l'eau, de proportion des gaz dans l'air et tout ça soient changé et atteint un nouvel état. Et là, c'est possible pour des nouveaux corps d'incarner. Mais ces corps-là seraient comme des formes dans l'invisible, avant de prendre corps dans le physique. Donc c'est intéressant comme une vision où déjà des potentiels existent dans l'invisible. Eh bien, voilà, c'est bien. Donc ça me ramène à ce que je disais au début par rapport à, mettons, la situation écologique actuelle où on se demande est-ce que l'humanité va quand même survivre si tout d'un coup la vie marine disparaît parce que les coraux disparaissent, parce que tout le plancton change ou l'acidité dans l'eau augmente, etc., etc. Il y a des zones d'eau dans le monde, des zones comme tout le golfe du Mexique, c'est une zone morte. La vie ne fonctionne plus avec différents niveaux, là, puis les températures ont changé, puis c'est devenu impropre à la vie. Le pH n'est plus bon non plus dans l'eau. Et en fait, les gens qui habitent le long de la Floride, du côté du golfe du Mexique, se plaignent d'odeurs de putréfaction continuelle. C'est pestilentiel, au moins même que ça lève le cœur, qu'ils ont peur d'attraper des maladies juste à respirer l'air. Donc imaginez si toute la planète devient de même, ce ne serait pas drôle. Hein? Faut quand même sonner l'alarme quand même. Alors ça, c'est un petit exemple de... Soyons attentifs peut-être. Enfin, quelle solution pourrait-on trouver face à ça? Évidemment, quand on parle du langage de la nature, qui est le thème là pour ce soir, eh bien, si on pouvait dialoguer avec la nature, ce serait génial. C'est d'une façon fonctionnelle. Eh bien, avec quel langage? Et puis, on voit, est-ce qu'on peut parler le langage des abeilles, des baleines, des arbres? Tout ça, c'est différent. Donc, c'est quand même compliqué. Déjà, on a des difficultés avec nos propres différentes langues dans le monde pour l'humanité. Bon. Heureusement, si on ouvre la vision un peu plus large, on va arriver peut-être à des perspectives plus optimistes. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est en changeant les comportements. D'abord, c'est quand on voit les conséquences de nos modes de vie. Bon, on se dit, faut peut-être ajuster des comportements. Puis encore là, les comportements vont s'ajuster si on change notre façon de penser.
et les idées qu'on entretient. Mais pas que ça. Parce que ces façons de penser, ces idées qu'on entretient, viennent d'où, cette vision du monde? Elles viennent de notre identité. Qui sommes-nous en tant qu'humains? Que sommes-nous? Alors, la planète, qu'est-ce que c'est? Bon, j'en ai déjà parlé, mais vous voyez que c'est une question d'identité aussi, énormément. J'avais... Ouais, c'est ça, c'est page 7. Ouais. Je trouve qu'il y a une source, des ressources quand même intéressantes avec les mythologies des anciennes civilisations. Et même les fables, si on veut, toutes les légendes, qui vont inclure, je sais pas moi, la vie des héros, les dieux, des forces de la nature finalement, qui sont représentées par tout ça, et qui donnent comme un historique qui ressemble un peu à des rêves, tu sais, le monde des rêves, donc le monde psychique, mais qui en fait est plein de clés sur comment fonctionnent les forces dans la nature, et qui finalement contient tout un langage qui on pourrait considérer universel. Alors je vais progresser vers ça. Évidemment, on n'a pas le temps d'étaler des exemples de ces différentes mythologies et cultures, mais j'espère que vous en connaissez quelques-unes. Et puis, on peut constater donc que déjà, ces approches font appel au sacré. Quand on parle du sacré, de l'expérience du sacré, ça veut dire que on parle de la conscience qui va qualifier son expérience actuelle, son lieu, le temps dans lequel elle est et les entités avec lesquelles elle est en relation, de façon à connecter de cœur à cœur. De connecter, ça veut dire que une dimension spirituelle ou intérieure, qui est évidemment invisible et immatérielle, où reposerait tout ce potentiel aussi, mais où il y aurait aussi la racine de notre identité, parce que là j'en viens à l'identité humaine, peut-être qu'elle est spirituelle, peut-être que notre racine est plus spirituelle que génétique. C'est que le génétique est là, mais ça c'est la machine pour reproduire des corps qui deviennent des véhicules utiles pour ces esprits, ces âmes qui incarnent. Bon, on pourrait développer plus, mais voilà, ça c'est l'histoire, le scénario, le narratif des traditions anciennes dans toutes les cultures. Même le christianisme possédait cette version qu'on incarne plus qu'une fois. Donc ça inclut en plus la réincarnation pour vraiment pouvoir apprendre et développer une maturité d'âme. Et donc, qui est un sens à l'évolution. C'est que c'est pas juste l'évolution matérielle qui est notre évolution. Pour nous, c'est plutôt une évolution en conscience. Mais c'est cette évolution en conscience qui est en même temps la clé de pouvoir peut-être reprendre contact avec la nature, avec son langage, avec le mystère de la vie, en commençant par nous-mêmes. Parce que ne sommes-nous pas des êtres humains produits de la nature en termes de corps, de véhicules? Tu sais, je veux dire, on a appris peut-être aussi d'une façon un peu commerciale, moderne, que bon, ben, on est puissant, on peut exploiter la nature. Il y avait même toute l'idée de dominer la nature, même dans la religion. Et puis que, bon, aujourd'hui, même les grandes études sur les écosystèmes dans le monde, les écosystèmes sont un service pour l'humanité. Merci, Mère Nature. Tu nous sers bien. Mais quelle est notre part, nous? Qu'est-ce qu'il y a en retour? Parce que service, dans un sens seulement, c'est de l'exploitation. Mais nous aussi, on a un rôle peut-être. Quel est le rôle de l'humain qui n'est pas celui des minéraux? Qui, déjà, même en moi, j'ai les minéraux, les os, qui me permettent de rester debout, pas être un flasque par terre, là, un blob d'eau. Le monde végétal,
Qu'est-ce que l'humain fait ou vit que le monde végétal ne fait pas et ne vit pas? Le monde végétal ou végétatif, il est en nous aussi, on a des circuits végétatifs. Qu'est-ce que le monde animal, qu'est-ce que l'humain vit que le monde animal ne fait pas? Les philosophes. Bon, déjà, en effet. Bon. Alors, parce que si on pense aux animaux aussi, par exemple, ils ont des familles, ils ont des clans, ils ont, oui, ils s'organisent, ils mangent, ils ont les yeux, les oreilles. En fait, pas surprenant qu'on dit, ben, il y a 3 règnes. Et puis, on fait partie du règne animal, puis on est une espèce. Mais les philosophes ont une autre histoire sur l'identité humaine. Parce que si on a une racine spirituelle, vraiment, et fonctionnelle, en conscience, que les animaux n'auraient pas. Les animaux, voilà, nous-mêmes, on a un corps qui fonctionne comme un animal, mais c'est comme s'il y avait un 4e règne, le règne humain, qui a une capacité de civilisation, une capacité de créer dans le monde, d'apporter des choses qui ne sont pas déjà là, de les imaginer et d'organiser les espaces, des choses. Regardez ici dans cette pièce, à part nous qui sommes, on va dire, naturels, tout a été construit par l'humain. Elles sont vivantes, hein? Oui. Donc, il y a eux, elles aussi, la petite fleur. Donc c'est quand même incroyable le pouvoir de l'humain. On va dire, oui, les abeilles font des ruches aussi. Oui. Puis on a beaucoup copié du monde animal pour faire plus, beaucoup plus. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas copier du monde animal, qu'ils n'ont pas la capacité de vivre et de faire, qui est, on va dire, la philosophie, merci, mais qui justement, cette vie mystique, cette capacité d'être esprit en action, pleinement ressentie par le cœur maintenant, qu'on appelle la vertu. Je viens de définir, les vertus, c'est ça. C'est une bonne idée, spirituelle, durable, universelle, comme l'amour. C'est pas parce que je participe de l'amour que vous en avez moins. Mais si on va à table puis on mange du pain, une tarte, ben, si je participe de ce repas, vous en avez un peu moins si j'en prends. Donc là, on est dans le matériel, tu es obligé de partager. Mais dans le monde des vertus, non. C'est ça qui est génial. C'est une abondance infinie. Donc c'est vraiment le monde fini ici et le monde infini qui se relient. N'est-ce pas incroyable? Et puis dans le langage humain, tu sais, culturellement, c'est ça qui est beau dans les anciennes civilisations, c'est que les vertus, pour eux, c'était pas des abstractions pour la poésie. Tu sais, ou pour faire... même en éthique, aujourd'hui, dans les organisations, les corporations, ils mettent même plus les vertus, parce que vous savez ce que disent les chiens de garde des organisations, ils disent, qui sont les avocats, excusez-moi pour l'expression, mais c'est que, oh non, mais attention, si tu dis que on doit être altruiste, mais il faut le prouver. Donc tu ne mets pas altruisme dans la charte d'éthique d'une compagnie, parce que si tu n'es pas capable de le démontrer, ou tous les employés ne sont pas capables de le démontrer, on va être poursuivi. Oh, vous voyez comment... Ça, c'est un mode transactionnel de bas niveau de conscience. Bon, c'est sûr qu'on en est capable, les humains, mais il y a d'autres niveaux de conscience. La preuve, c'est que toutes les civilisations, et même à l'origine, la civilisation dans laquelle on est, avait valorisé beaucoup les vertus. Et puis si vous prenez un dictionnaire, tous ces mots-là, qui sont abstraits, qui n'ont pas de forme, pas de couleur, qui ne peuvent pas se goûter, qui donc ne passent pas par les sens externes, mais passent par les sens intérieurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas les premiers à avoir une vie intérieure, à avoir des sens intérieurs, dont on va en parler au moins d'une, l'intuition, qui et l'intelligence, qui nous permettent d'articuler et de vivre ces pouvoirs, ces puissances spirituelles que sont les vertus, dans l'action, pleinement ressentie avec le cœur, maintenant. Le maintenant, c'est la clé aussi. Parce que si on dit, ah, demain, là, je vais faire comme je fais d'habitude, mais j'ai une bonne intention avec l'amour. Aujourd'hui, je vais faire les choses avec plus de beauté, mais bon, j'ai pas trop le temps, là, je regarde. Bon, on verra demain. Donc, non, tu vis pas la mystique. Mais si c'est toujours maintenant, là, tu es en train de devenir un canal.
entre l'esprit et la matière. Et puis peut-être que l'humain, c'est entre l'intérieur et l'extérieur. L'humain a des pouvoirs qu'on ignore beaucoup de nos jours. Bon, je vais laisser ça à ce niveau-là parce que j'ai le temps. Et ouais, bah tiens, on va articuler un peu les niveaux de conscience avec 4 mots. Et puis on peut développer plus. À Nouvelle-Acropole, on parle souvent, dans cette école de philosophie, de l'humain qui est constitué de 7 niveaux de conscience, un septenaire. Mais là, je vais simplifier. C'est cohérent aussi, c'est juste que je vais faire une version plus simplifiée qui vient quand même d'une psychologie transpersonnelle de l'époque de Carl Jung, entre autres, et puis qui est quand même vérifiable par nous tous, ou qu'on a sûrement déjà entendu parler. Alors, on parle de 4 modes de pensée, dont la pensée. La pensée, je vais mettre rationnelle. Parce qu'elle est analytique, mais bon, on va. Ça écrit pas très foncé, mais on va se contenter de ça. Les sentiments, toute la dimension du sentiment. Ça résume beaucoup de choses, hein, ces modes-là, mais c'est comme des mots symboliques presque, c'est des mots clés là, qui sont larges dans leur sens. Et les sensations. Il n'y a pas de doute hein, qu'on a des sensations. On observe le monde à travers nos sensations, et après on va l'interpréter à travers nos émotions et nos pensées. Donc on a toutes sortes de filtres après avoir senti quelque chose. Il y a le ressenti, puis il y a des filtres, hein, on ne veut pas tout voir. C'est les craintes, les protections. Mais il y a un quatrième que je vais mettre en une autre couleur, l'intuition. Donc il avait constaté cette croix, ce genre de principe qu'on retrouve même dans les anciens philosophes comme Platon et tout ça, mais bon, sous un langage plus avec des vertus. L'intuition qui permet d'accéder à la sagesse. La sensation, c'est que exprimée dans le monde, donc finalement dans l'action juste, et puis la tempérance et le courage, qui donc sont des vertus cardinales. Mais là, on est avec ça, et puis vous savez, quand vous faites des tests psychométriques, des fois, pour le travail, là, le modèle de Carl Jung qu'on retrouve dans les 16 types de personnalité, ou les 8 tempéraments, ben, tous les autres tests psychométriques sont basés sur le même système, parce que ça fonctionne. On est comme ça. On a des polarités en nous. Déjà, hein, c'est évident, cerveau gauche, cerveau droit, mais l'idéal, c'est que ça communique. Puis il y a le cerveau arrière, hein, qui est le reptilien, puis le cerveau en avant, qui est plus l'imaginaire, la capacité de la créativité. Et puis tout ça aussi, ça aide à fonctionner. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que justement, on peut très bien définir des niveaux de conscience qui viennent de l'évolution par rapport au véhicule qu'on occupe, comme le cerveau étant une forme d'antenne pour le monde des pensées et des émotions. C'est peut-être drôle de dire ça, mais le cerveau ne produit pas un jus qui s'appelle la conscience. On est dans un champ de conscience. Parce que si le monde vivant comment dire, s'incarne en âme, ce sont des âmes et des esprits qui s'incarnent, il y a de la conscience partout. C'est simplement différentes à différents degrés. Et puis on a un pouvoir, nous, de concentrer beaucoup la conscience, si on l'utilisait. Mieux, ce serait génial. Et mettons un premier niveau, ce serait, bon, bien, ton cerveau reptilien, parce que le corps, on l'a dit, il a une dynamique animale, ben ça va être juste chercher de information sécuritaire, dangereuse, les petits drapeaux de lumière, c'est transactionnel. C'est un peu ce qu'on fait quand on passe notre journée devant un ordinateur, c'est transactionnel. C'est pas très ressourçant. Communiquer avec son laptop, son ordinateur, son téléphone mobile. Évidemment, c'est l'interface qui nous relie à d'autres, mais vous voyez ce que je veux dire.
l'expérience en elle-même peut être assez grisante. Et le deuxième niveau qu'on pourrait facilement articuler, c'est quand on décide de, ah tiens, qu'est-ce que j'ai à gagner ou à perdre? C'est négocier. C'est un peu aussi dans le monde animal, par exemple, les chefs de clans, comme on appelle ça, les loups alpha, par exemple, ou dans toutes les espèces, il y a des animaux alpha qui vont devenir les chefs, puis ils doivent se confronter. Alors, ça y va par la force, et puis, mais c'est plus que la force, en tout cas. Ils réussissent à imposer, que eux sont l'autorité, puis c'est bon parce que ça permet d'avoir une hiérarchie. On le voit chez les chats, on le voit chez les chiens. Si vous avez plusieurs chats, il y a une hiérarchie à la maison. Bon. Mais euh, ça, c'est un deuxième niveau. Et puis, ça a l'air que beaucoup, on aime ça. On est éduqué à être bon, compétitif. Puis, prends ta place, hein, puis impose-toi. Puis, si tu as un contrat, là, assure-toi que tu ne te fais pas avoir, là. Oublie la générosité, tu vas te faire marcher dessus. C'est une vertu, la générosité, en plus. On oublie ça. Hein. Alors, non, le troisième niveau de conscience va être un qui, au lieu d'être juste limbique, va utiliser tous les angles du cerveau au complet, euh, et dont le siège est dans le préfrontal, et puis va permettre une relation avec, de capter l'harmonie et l'unité en toute chose. Ça veut dire que là, donc oui, on est capable tous de faire des prises de conscience, de voir là où il y a opposition, il y a une façon de comprendre comment ce qui est opposé, ce qui est contradictoire, donc complémentaire. Hein? Peut-être que masculin et féminin, si c'est complémentaire, ensemble, ça fait une unité. Vous voyez l'idée? C'est que, mais cette unité-là, elle est spirituelle, elle est atemporelle, elle ne disparaît pas, elle donne, si tu veux, la lumière sur comment on peut harmoniser des opposés. Et puis pas que des opposés, des choses qui semblent être à contre-courant, dans tous les angles possibles. Et donc on peut unifier tous les styles originaux de chacun, de toutes les cultures, autour de projets communs. Bon, on en parle. Il y a beaucoup quand même d'écrits là-dessus, tu sais, sur la dimension humaniste, l'évolution, où c'est qu'on pourrait aller si on avait des projets mobilisateurs. Mais c'est pas populaire au niveau politique. Puis il n'y a personne qui a ce discours qui va en politique non plus, curieusement. Oui, c'est intéressant, non? Donc, le constat qu'on doit faire, c'est peut-être pas attendre que les autorités fassent bien les choses et qu'ils canalisent ce pouvoir de mobiliser toutes les voies de connaissance en même temps, mais de nous-mêmes le faire, de nous-mêmes le vivre et de le vivre avec d'autres qui sont ouverts à le vivre. Et puis peu importe si on est dans une époque où c'est pas populaire, parce qu'il y a dans l'histoire des cycles. Hein. Il y a toujours les civilisations ont des moments de croissance, des plateaux d'abondance et puis après de déclin. Puis souvent le déclin vient du confort dans lequel tout se passe, tout est vécu. Ce qui veut dire que les générations qui suivent n'ont plus vraiment à faire un effort. Tout est installé. Et puis, on fait que c'est un peu opportuniste, la vie. Tu sais, tu comprends pas c'est quoi bâtir. Tu n'as plus besoin de le faire. Et l'éducation ne l'encourage plus. Bon. Bon. Il semble qu'on n'est pas dans une période où la globalité de l'être humain est mise en valeur, et ni celle de la planète, de la Terre, ni celle du monde vivant. Parce que jusque très récemment encore, dans les lois même du Québec, tout ce qui était animal, c'était des choses. C'était pas considéré comme des êtres vivants. C'était des choses parce que la loi protégeait l'exploitation. C'est la quantité qui compte. Bon. Mais ils ont changé ça un peu pour pouvoir avoir quand même une protection et éviter l'abus des animaux. Et ça fait son chemin. Mais ça, je voulais mettre un peu de contexte, relier les choses à notre vécu. Ouais. Par rapport à ces niveaux de conscience, ça commence par, d'abord,
où ça va nous amener? Ça va nous amener à une relation, mettons, on va dire vertueuse, okay, généreuse, euh, ouverte, à l'écoute des autres. Euh, Puis quand on dit généreux, c'est-à-dire qu'on voit comment on peut mettre ensemble des ressources contraires ou différentes, et puis générer du nouveau, parce que justement c'est différent. Si c'est conventionnel, ça ne marche pas. Si tout rentre dans des conventions, ben, il n'y a plus de différence. Alors, des perspectives différentes qui se rencontrent, qui vont permettre de générer, mais c'est aussi, c'est ça, c'est les vertus de la discipline, c'est les vertus du courage, c'est les vertus même de l'espérance, de la vision, etc. On peut sortir 500 mots comme ça, là, si on avait le temps, qui sont tous une nourriture, du moins une lumière, pour nos ambitions d'êtres humains qui veulent être plus heureux, mais dans un sens acquis. Pas dans un sens parce que j'ai le confort chez moi, j'ai la voiture, la maison et tout ça, donc je suis heureux. Parce que ça, c'est pas le résultat de ma création. Qu'est-ce que je peux créer? Quoi dont je suis responsable? Et ça nous ramène donc à nous-mêmes. C'est que si on veut avoir une courtoisie avec la planète et avec la nature, donc un langage courtois, on doit commencer par soi-même. Et en nous-mêmes, il y a aussi une bataille. Il y a des conflits, il y a des oppositions. Et on l'a là, parce que ces quatre pôles-là, qu'on a tous, ne parlent pas le même langage. C'est des voies de fonctionnement, de perception très différentes. Alors déjà, d'harmoniser ça demande un petit effort philosophique, un dialogue intérieur. Et Platon nous donnait un exemple tout simple où, par exemple, ok, encore par rapport aux vertus, on va dire la beauté, tu penses à la beauté ou tu penses beauté? Voyez-vous la différence? Je sais que c'est un peu une énigme, mais faites la réflexion. Si je pense à la beauté, elle est à l'extérieur de moi. Ça devient conditionnel, ça devient une négociation. Je suis au niveau 2 de conscience. Parce que je n'ai pas. Donc je vais essayer de l'avoir. Je suis dans le mode avoir, je conjugue. Avoir la beauté, plus ou moins. Mais je pense beauté, c'est être la beauté. C'est canaliser la beauté. C'est célébrer la beauté. Je ne suis pas en train de dire je ne l'ai pas, ou c'est conditionnel. Je suis en train de dire non, c'est là, c'est accessible. C'est parce que j'ai un esprit. Vous voyez la grande différence? Et ces deux modes de pensée, cette pensée rationnelle, elle pense A, elle voit tout, les séparations entre les choses. C'est de l'intuition, pense. Mais dans le sens de la présence des vertus. Une lumière qui se fait et qui aide à mieux justement travailler ici, puis aussi avec nos sentiments. Bon. Et mieux agir dans nos actions. Alors, je vais... ce langage, en fait, je vais faire... Oui, je vais comme conclure, puis voir s'il y a des questions, tout ça, parce que on est bien. Je vais conclure. Je ne vais pas couvrir tout ce que j'ai écrit. C'est que ce langage-là, qui est universel, on l'appelle un langage symbolique. Et puis, le mot symbole a tout son sens si on a le contexte philosophique pour le comprendre. Mais aujourd'hui, même le mot symbole, c'est un peu comme parler de l'âme ou de l'esprit, c'est pas clair. Mais vu qu'on a parlé d'une réalité intérieure puis d'une réalité extérieure, comme possibilité, si pour nous c'est pas évident, eh bien, c'est là que l'idée du symbole, ou du moins même la fonction même de l'existence des symboles, c'est que ce sont des formes, mais qui ont un contenu. Et le contenu, c'est une essence.
c'est la raison d'être de ce qui prend forme. Alors, comme je disais tout à l'heure, un être humain, un individu qui décide d'avoir une attitude poétique, mystique, où l'inspiration s'incarne maintenant, donc est dans une attitude sacrée. Il sacralise, ça met en puissance ce moment et cet espace dans lequel il s'exprime. Et ce qu'on constate donc, c'est que cette attitude, ce mode de vie, qui peut devenir continu par la pratique, donc c'est toute l'approche depuis les néoplatoniciens, Platon, Pythagore, jusqu'à aujourd'hui. Il y a de nombreux maîtres de sagesse à travers l'histoire qui ont impulsé l'humanité toujours avec le même message. Même le Christ, c'était le même message, c'était la même réalité. Donc on n'est pas en train d'avoir une version possible, mais il faudrait vérifier parce qu'il y en a peut-être une autre version, puis c'est peut-être autre chose. Donc, là, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que si on va au-delà des formes temporaires des différentes époques, on a le même cœur. Et puis, de toute façon, la seule chose qui peut compter pour chacun de nous, c'est qu'est-ce que je peux vérifier de ça. Parce que ça va être nos propres convictions. Ça doit être vécu. Alors, puis probablement qu'avec ce que vous connaissez déjà, vos propres traditions personnelles, et puis peut-être même dans votre vie, vos rituels, pour garder le centre et tout ça, peu importe comment on appelle ça, vous dites, ah tiens, ça ressemble, ah ok, ben, ça devrait, parce qu'on est tous dans la nature, de toute façon. C'est qu'on a peut-être développé un langage culturel rationnel excessif où on a dévalorisé les autres aspects du vécu. Donc c'est comme si on n'avait pas de mots pour ça, puis donc c'est dur à mémoriser quelque chose qui n'est pas bien identifié. Donc finalement, un être qui vit le côté poétique, mystique, ben, devient lui-même symbole. Vous êtes symbole, je suis symbole. C'est dans cette attitude-là. Parce que le symbole est une forme, donc là, ça va être la forme humaine, et qui contient un cœur, un sens. C'est pas juste le cœur, c'est pas le cœur physique là, qui bat, ça c'est une des organes dans la complexité de la forme physique. Mais justement, ce cœur-là, on l'utilise comme mot qui veut dire centre, en fait. Ce centre spirituel, que l'intuition capte. Les autres aussi, mais la lumière vient de cette fonction-là. Les autres ont d'autres. Ça, c'est plus relié à la forme, au sens des sensations. La pensée, c'est relié à la logique des formes sans substance. Bon. Et puis, là, le sentiment, c'est la force de relation. C'est ce qui nous permet de nous mettre en résonance, en syntonie, et etc. Donc, ils ont toutes des fonctions opposées, mais complémentaires, qui sont essentielles dans notre expérience du vivant. Mais quand on se rend compte que tout ça se tient, et que finalement, ben, il y a juste à vivre cette pratique qui est philosophique, nous permet de progresser vers l'intégration d'une réalité qu'on appelle ésotérique, parce que éso, intérieur, versus exotérique, extérieur, vers voilà, des niveaux de conscience au-delà des trois dont j'ai parlé aujourd'hui. Vous voyez, l'humain évolue en conscience. Il n'a pas besoin de devenir, comment on appelle ça, là, un corps augmenté. Oui. Bon. Alors, je vais arrêter là, parce que, vous savez, on est dans une école de philosophie, puis j'ai pu faire un... J'espère que ça a du sens de parler du langage de la nature, dans le sens qu'elle est symbolique et sacrée, ce langage-là. Et que se retrouver, nous, déjà nous-mêmes, avec notre nature, ça ouvre énormément de portes avec le vivant. Et puis on va savoir, il n'y aura qu'à se poser des questions face à des situations. Et honnêtement, comment dire, si on peut intervenir de telle façon ou de telle façon, plutôt que de faire des recherches scientifiques à pu finir sur les impacts. Vous voyez, c'est que là, on est extrêmement lent dans notre mode rationnel aujourd'hui pour se relier à la nature. On détruit tout avant. Avant qu'on va arrêter de respirer, c'est pas long. Là. Donc, non, il faut retrouver cette vie mystique, naturelle, et
qui nous permet de nous relier ensemble et d'avoir donc ces visions communes et de se faire confiance les uns les autres en termes de... Parmi nous, il y en a qui sont peut-être plus capables que d'autres à comprendre ce qu'il faut faire, qui est urgent aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Peut-être on a vu comment comme, se connecter ensemble, comme les animaux, comment ils se connectent ensemble, comment les êtres humains se connectent ensemble. La personnalité de l'être humain, comme par exemple l'intuition, pensée rationnelle, sensation, sentiment. Mais on va dire comment se connecter avec la nature, comment se connecter par exemple avec les animaux, avec les plantes. Ouais. Ça, Alors, je vois pas. oui, je n'ai pas développé là, je voulais rester dans le temps. Alors, ce serait les mêmes choses, voilà, où on est rendu. Si moi-même, le mot connecté est bien dans le sens que là, il veut dire cœur à cœur. Alors, les animaux, bien qu'on dit qu'ils ont des âmes groupales, c'est-à-dire que oui, ils fonctionnent plus par instinct, mais ils ont quand même une âme. Les animaux apprennent, ils pensent. C'est juste moins que nous. Et puis ils n'ont pas l'accès à la même logique rationnelle, mais ils ont quand même une logique. Et ils rêvent aussi, hein, les animaux. Bon, mais donc c'est cœur à cœur. C'est-à-dire que oui, voilà, eux aussi c'est des symboles. La planète est un symbole vivant. Alors là, quand tu as le cœur à cœur, tu aussi c'est prendre conscience que finalement, on est, on va dire, un microcosmos. Il se trouve, parce que c'est esprit, âme et corps, puis l'esprit c'est le potentiel en puissance. Donc on est beaucoup plus que ce qu'on pense. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est notre identité à notre comportement actuel et à notre corps. Ça, c'est la culture qu'on a eue, matérialiste. Mais si on pouvait nourrir l'âme avec la magie des relations créatrices au quotidien, et je pense, je suis sûr que vous avez tous vécu des moments incroyables, inexplicables rationnellement, tu sais, que les choses peuvent transmuter, transformer, parce qu'on a l'intention sincère, avec l'amour. Donc, en d'autres mots aussi, cœur à cœur, donc l'amour est universel, et l'amour rejoint tout. Et toutes les vertus autour de l'amour, évidemment, la vérité, la justice, la bonté, la beauté, qui sont comme des idéaux, mais tendre vers ou laisser un peu de ça canaliser à travers notre quotidien, c'est magique, mais c'est sacré. Et donc c'est ça. Vivre de façon plus sacrée fait que vous allez être surpris à quel point vous allez poser tout d'un coup des gestes plus significatifs qui sont plus vers ce qu'on appellerait une santé déjà personnelle, une santé dans vos relations avec les autres et avec les conséquences dans le milieu. Peut-être qu'il faut apprendre à se poser aussi des questions. Pourquoi je pose ce geste? Parce que c'est habituel, mes voisins le font, c'est conventionnel, ou est-ce que je devrais me réviser ça? Donc le fait de se connaître soi-même, ouais. ça va servir à vraiment servir, on va dire, la terre-mère. Nous encourager à nous poser plus de questions, à nous remettre plus en question, parce que qu'est-ce que je disais tout à l'heure, pour changer tes comportements, tu dois changer les idées que tu entretiens, et donc changer aussi l'identité que tu penses que tu as. Mais si tu penses que tu es un être spirituel, avec une race, et que tu évolues en conscience, ben à quoi ça sert de faire plus en quantité, d'envahir l'autre? Tu vois ce que je veux dire? À quoi sert la compétition? Peut-être le concours pour se renforcer, c'est des concours, c'est tout. Être en compétition avec soi-même. Oui, mais tu sais, dans le sens de... Ouais, sans trop s'enfler. C'est ça, mais les mots peuvent prendre beaucoup de sens. Mais tu sais, quand c'est une compétition pour détruire l'autre, à quoi ça sert? Oui. Je pense au week-end de la Journée de la Terre et qu'il y aura probablement une marche. J'ai déjà participé où il y avait, les rues étaient pleines. Et on a l'impression que justement une foule pourrait bouger la montagne. Mais ça fait quelques années qu'on a ces marches et puis moi je trouve qu'on ne bouge pas vite. Et avec ce que toi, Pierre, tu nous dis, je me dis, est-ce que c'est possible justement que, je reviens à ce qu'on parle de l'identité, qu'on ne vit pas on n'est pas connecté avec ce qu'on voudrait, mais ce qu'on est réellement. Parce que si on l'était vraiment, j'ose espérer
espérer qu'un tel mouvement qu'on va voir ce week-end aurait déjà donné des résultats. Mm. Je vais essayer de me connecter plus avec ce que, Oui, ce que je veux mais vivre. c'est tellement pas dans notre culture de même de penser à l'esprit à l'âme comme dimension de ressources et puis comme champ d'évolution pour nous. Nous, l'évolution, c'est le progrès technique. Malheureusement, on a été tellement programmé à ça, c'est dur de penser à une autre forme. On ne sait pas où aller, ça devient de la fantaisie. On est très orphelins, Ouais. je trouve. Mais il y a quand même des consciences éveillées qui peuvent agir et guider les autres. On est orphelin, oui, beaucoup, mais il y a des parents. Ouais. Il y a des âmes plus matures. Ils ne sont pas les chefs de gouvernement. Mais la terre meurt. Alors oui, c'est comme tu dis, c'est un peu désolant, mais en même temps, c'est pas, ça montre la réalité qu'il y a un souhait sentimental. Voilà. Mais tout le reste reste dans les comportements qui, pour nous, sont le succès quotidien, qui sont finalement consommateurs. Parce que ça, c'est une autre chose. C'est intéressant quand on réfléchit à ça. Nos comportements sont beaucoup consommateurs, okay? Dans le sens de... On exploite des ressources, déjà, pour ceux qui produisent les produits, puis après, nous, on les consomme, puis après, on jette, puis, faut faire attention de ne pas faire trop de poubelles. Ouais. Mais le cycle lui-même est vicieux. Et le truc, c'est... quand tu es consommateur, tu es spectateur. Et puis, si on prenait de la population, quelle proportion est vraiment créatrice? Parce qu'il y a des gens qui, même s'ils n'ont pas une conscience, mettons, spirituelle de leur identité, ils ont quand même une capacité de mobiliser une certaine créativité, que ce soit même dans l'industrie ou dans les arts, ou dans toutes sortes de domaines. Ça, il n'y a pas de doute. Mais ça plafonne vite, et puis les raisons pourquoi, souvent c'est est-ce que tu as fait de l'argent avec ça, tu sais? Puis il y en a plusieurs, des artistes qui vont dire moi le truc là d'être joué à la radio, puis d'être dans le circuit officiel, tu sais, avec le label, comme ils disent pour les disques par exemple, je peux pas. Tu sais. Puis faire tous ces voyages, tous ces spectacles, il y en a qui non, c'est pas pour moi, tu sais, parce que finalement c'est juste comme ça que tu as du succès aujourd'hui. Tu sais, c'est la quantité de vente de disques que tu as vendu. Bon. Mais c'est plus de l'art, c'est du divertissement. Et puis ces modes-là, ça n'a rien à voir avec le côté acteur ou même auteur. Si on était vraiment des acteurs, c'est-à-dire que déjà, on aurait un scénario, un narratif qui va vers le mieux, une vision vers laquelle on va, puis on agit, on est acteur, on l'assume, on remplit les fonctions qui font une différence. Puis on les définit, ces nouvelles fonctions, qui certainement n'existent pas aujourd'hui, parce que c'est des fonctions d'exploitation aujourd'hui, les rôles qu'on joue. Pas toutes. Tu sais, as beaucoup dans les administrations, même dans un monde plus idéal, il y aurait quand même des administrations. Okay? Il y aurait quand même de l'organisation. Il y aurait de la hiérarchie. Il faut qu'il y ait une hiérarchie pour organiser, pour que dans le temps, il y ait une transmission. Tu sais, de gens qui sont plus sages, plus matures à la relève. Sans hiérarchie, c'est impossible. Donc, faire attention de ce qu'on nous enseigne des fois à l'université sur les organisations plates et tout ça, ça marche pas. Ça marche pas dans le temps. Eh bien, pour que ce soit durable, il y a tout ça. Mais pour être acteur, en plus auteur. C'est-à-dire que tu es ce mystique qui lui, capte la vision, puis il pose des questions à la nature, puis il obtient des réponses. Puis il le fait pas que pour lui, il dit, on est 1000 ici à vivre dans cette région-là. Qu'est-ce qui est mieux? Alors ça ramène un peu comme les druides celtes faisaient ça, les grands philosophes en Grèce, à Rome, ils avaient cette capacité. Il y a des histoires incroyables de philosophes empereurs. Je vais en prendre un seul, Julien, dans la Rome antique, autour de 250 après Jésus-Christ. À 22 ans, il est empereur, philosophe. Et puis il meurt à 32 ans. Et en 10 ans, c'est incroyable tout ce qu'il fait de bien pour déjà un empire en déclin, assez avancé. Donc oui, il y a des gens qui sont des grands
impacts. Et puis, il n'a pas fait ça tout seul, ça j'en ai souligné. C'est qu'il n'y a rien qui se réalise sans qu'il soit entouré d'autres qui vont collaborer, qui vont suivre, qui captent la même chose. Puis, mais ils ont la capacité de transmettre de cette vision. Pourquoi? Parce qu'ils posent une question qui ne les intéresse pas personnellement, mais qui intéresse tous. Et là, on bouge. Parce que tous vont dire, ouais, ça a du sens. Tu sais? Mais aujourd'hui, c'est dur. Même si quelqu'un se lève et commence à faire ça, on va commencer à douter de lui, là. Moi, je veux mon poulet chaud, là, ce soir. Puis, tu sais, on a des petits problèmes de tous les jours qui ne volent pas haut par rapport à la réalité de l'urgence dans laquelle on est. Donc c'est possible. Nouvelle Acropole se donne ce mandat de faire ce travail dans une époque où il n'y a pas beaucoup qui se lèvent. Mais, oui. Mondialement, la Nouvelle Acropole est quand même dans 600 centres dans le monde. Et puis d'année en année, ça grandit. Et puis c'est avec cet esprit-là. Parce que c'est réel. C'est concret. Merci. Merci beaucoup Pierre pour la présentation vraiment intéressante. Merci aussi pour vos questions, pour les réflexions enrichissantes. Ça fait du bien de prendre le temps, je pense, de poser ces questions-là tous ensemble, même si on n'a pas toutes les réponses en main, mais au moins on a un chemin. Et puis on sait que on n'est pas tout seul et puis on peut avancer vers quelque chose de mieux. Et c'est peut-être sur cette note-là, je trouve, merci Pierre pour la finale avec l'espoir. Parce que parfois, ça peut devenir très anxiogène de regarder tout ça et de se dire, qu'est-ce que moi, je peux faire finalement? Mais dans notre école, on croit qu'on peut faire individuellement beaucoup plus qu'on pense, mais surtout collectivement, que le monde a grand besoin de ramener ces valeurs-là au cœur des choses et qu'on ne soit pas juste dans cette attitude, comme disait Pierre, de consommateur, mais qu'on redevienne vraiment humain et qu'on puisse se parler de cœur à cœur. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ce moment-là pour la journée de la Terre-Mère. C'était encore une belle activité. Merci encore tout le monde et puis bonne fin de soirée. Merci à vous tous.